Chapitre 5. Fleurissoir se plaignant d'une grande fatigue, Carola, cette nuit, l'avait laissé dormir, malgré l'intérêt qu'elle lui portait et la tendresse apitoyée dont aussitôt elle s'était éprise lorsqu'il eut avoué son peu d'expérience en matière d'amour. Dormir, du moins autant que le lui permettait l'insupportable démangeaison, tout le long du corps, d'une grande quantité de morsures, tant de puces que de moustiques. « Tu as tort de gratter comme ça, » lui dit-elle le lendemain matin. « Tu irrites. » « Oh, ce qu'il est enflammé, celui-ci !» Et elle touchait le bouton du menton. Puis, tandis qu'il s'apprêtait à partir, « Tiens, garde ça en souvenir de moi. » Et elle ajustait aux manches du pèlerin ses bijoux saugrenus que Protos se fâchait de voir sur elle. Amédée promit de revenir le soir même, ou au plus tard le lendemain. « Tu me jures de ne pas lui faire de mal », répétait Carola un instant après à Protos qui, tout costumé déjà, passait par la porte secrète, et, comme il s'était mis en retard, ayant attendu pour paraître que Fleurissoir soit parti, il dut se faire conduire à la gare en voiture. Sous son nouvel aspect, avec son saillon, ses braies brunes, ses sandales lacées par-dessus ses bas bleus, son brûle-gueule, son chapeau roux à petits bords plats, il faut reconnaître qu'il avait l'air moins d'un curé que d'un parfait brigand des Abruzzes. Fleurissoir, qui faisait les 100 pas devant le train, hésitait à le reconnaître lorsqu'il le vit venir, un doigt sur la lèvre, comme Saint-Pierre martyr, puis passer sans faire mine de le voir et disparaître dans un wagon en tête de train. Mais au bout d'un instant, il reparut à la portière et, regardant dans la direction d'Amédée, fermant l'œil à demi, lui fit de la main subrepticement signe d'approcher. Et comme celui-ci s'apprêtait à monter, « Veuillez vous assurer qu'il n'y a personne à côté », chuchota l'autre. Personne, et leur compartiment était à l'extrémité du wagon. « Je vous suivais de loin dans la rue, » reprit Protos, « mais je n'ai pas voulu vous aborder, de crainte que l'on nous surprît ensemble. »« Comment se fait-il que je ne vous ai pas vu ?» dit Fleurissoir. « Je me suis retourné maintes fois, précisément pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Votre conversation d'hier m'a plongé dans de telles alarmes. Je vois des espions partout. » « Il y paraît malheureusement beaucoup trop. Croyez-vous qu'il soit naturel de se retourner tous les 20 pas ? Quoi, vraiment, j'avais l'air soupçonneux. Hélas, disons le mot, soupçonneux. C'est l'air compromettant par excellence. Et avec cela, je n'ai même pas pu découvrir que vous me suiviez. Par contre, depuis notre conversation, tous les passants que je rencontre, je leur trouve je ne sais quoi de louche dans l'allure. Je m'inquiète s'ils me regardent, et ceux qui ne me regardent pas, on dirait qu'ils font semblant de ne pas me voir. Je ne m'étais point rendu compte jusqu'à aujourd'hui combien la présence des gens dans la rue est rarement justifiable. Il n'en est pas 4 sur 12 dont l'occupation saute aux yeux. Ah, l'on peut dire que vous m'avez fait réfléchir. Vous savez, pour une âme naturellement crédule comme était la mienne, la défiance n'était pas facile. C'est un apprentissage. Bah, vous vous y ferez, et vite, vous verrez. Au bout de quelque temps, cela devient une habitude. Hélas, j'ai dû l'apprendre. L'important est de garder l'air gai. Ah, pour votre gouverne, quand vous craignez d'être suivi, ne vous retournez pas. Simplement, laissez tomber à terre votre canne, ou votre parapluie, suivant le temps qu'il fait, ou votre mouchoir. Et tout en ramassant l'objet, la tête en bas, regardez entre les jambes, derrière vous, par un mouvement naturel. Je vous conseille de vous exercer. Mais dites-moi comment vous me trouvez dans ce costume. J'ai peur que le curé n'y reparaisse par endroits. « Oh, rassurez-vous, » dit candidement Fleurissoir, « personne d'autre que moi, j'en suis sûr, ne reconnaîtrait qui vous êtes. » Puis, l'observant bienveillamment, et la tête un peu inclinée, « Évidemment, je retrouve à travers votre déguisement, en y regardant bien, je ne sais quoi d'ecclésiastique, et sous la jovialité de votre ton, l'angoisse qui, tous deux, nous tourmente. Mais quel empire il faut que vous ayez sur vous pour en laisser si peu paraître. Quant à moi, j'ai fort à faire encore, je le vois bien. Vos conseils, quel curieux bouton de manchette vous avez !» interrompit Protos, amusé de reconnaître sur Fleurissoir les boutons de Carola. « C'est un cadeau, » dit l'autre en rougissant. Il faisait une chaleur torride. Protos, regardant à la portière, « Le Monte Cassino, dit-il. Vous distinguez, là-haut, le couvent célèbre ?»« Oui, je l'aperçois, » dit Fleurissoir d'un air distrait. « Vous n'êtes pas, je vois, très sensible au paysage. »« Mais si, protesta Fleurissoir. « Je suis sensible, mais à quoi voulez-vous que je prenne intérêt tant que durera mon inquiétude? C'est comme à Rome avec les monuments, je n'ai rien vu. Je n'ai pu chercher à rien voir. »« Comme je vous comprends, » dit Protos.
Moi de même, je vous l'ai dit, depuis que je suis à Rome, j'ai passé tout mon temps entre le Vatican et le château Saint-Ange. C'est dommage. Mais vous connaissiez Rome déjà. Ainsi causaient nos voyageurs. À Caserte, ils descendirent, allant chacun de son côté manger un peu de charcuterie et boire. De même à Naples, dit Protos. Quand nous approcherons de sa villa, nous nous séparerons, s'il vous plaît. Vous me suivrez de loin. Comme il me faudra quelque temps, surtout s'il n'est point seul, pour lui expliquer qui vous êtes et le but de votre visite, vous n'entrerez qu'un quart d'heure après moi. J'en profiterai pour me faire raser. Je n'ai pu trouver le temps ce matin. Un tram les mena Piazza Dante. À présent, quittons-nous, dit Protos. La route est encore assez longue, mais il vaut mieux ainsi. Marchez à 50 pas en arrière, et ne me regardez pas tout le temps comme si vous aviez peur de me perdre, et ne vous retournez pas non plus. Vous vous feriez suivre. Ayez l'air gai. Il partit de l'avant. Les yeux demi-baissés suivaient Fleurissoir. La rue étroite était en pente raide. Le soleil dardait. On suait. On était bousculé par une foule effervescente qui braillait, gesticulait, chantait et ahurissait Fleurissoir. Devant un piano mécanique, des enfants demi-nus dansaient. À 2 sous le billet, une loterie spontanée s'organisait autour d'un gros dindon plumé qu'à bout de bras levait une espèce de saltimbanque. Pour plus de naturel, en passant, Protos prenait un billet et disparaissait dans la foule. Empêché d'avancer, Fleurissoir un instant crut tout de bon l'avoir perdu, puis le retrouvait, passé l'encombrement, qui continuait à petits pas la montée, emportant sous son bras le dindon. Les maisons enfin s'espaçaient, devenaient plus basses, et le peuple se raréfiait. Protos alentissait sa marche. Il s'arrêta devant l'échoppe d'un barbier et, retourné vers Fleurissoir, cligna de l'œil, puis, à 20 pas plus loin, arrêté de nouveau devant une petite porte basse, sonna. La devanture du barbier n'était pas particulièrement attrayante, mais pour désigner cette boutique, l'abbé Cavé avait sans doute ses raisons. Fleurissoir avait dû, d'ailleurs, retourner loin en arrière pour en trouver une autre, et sans doute non plus engageante que celle-ci. La porte, à cause de l'excessive chaleur, restait ouverte. Un rideau de grosse étamine retenait les mouches et laissait passer l'air. On le soulevait pour entrer. Il entra. Certes, c'était un homme expert, ce barbier qui, précautionneux, d'un coin de serviette, après avoir savonné le menton d'Amédée, écartait la mousse et remettait à jour le bouton rougeoyant que son client craintif lui signalait. Ô somnolence, engourdissement chaleureux de cette petite échoppe tranquille. Amédée, la tête en arrière, à demi couché dans le fauteuil de cuir, s'abandonnait. Ah, pour un court instant tout au moins, oublier, ne plus penser au pape, aux moustiques, à Carola, se croire à Pau, près d'Arnica, se croire ailleurs, ne plus bien savoir où l'on est. Il fermait les yeux, puis, les rentrouvrant, distinguait comme dans un rêve, en face de lui, sur le mur, une femme aux cheveux défaits, issue de la mer napolitaine et rapportant au fond des flots, avec une voluptueuse sensation de fraîcheur, un étincelant flocon de lotion philo-capillaire. Au-dessous de cette pancarte, d'autres flacons, sur une plaque de marbre, étaient rangés auprès d'un bâton de cosmétique, d'une houppe à poudre de riz, d'un davier, d'un peigne, d'une lancette, d'un pot de pommade, d'un bocal où naviguait indolemment quelques sangsues, d'un second bocal qui renfermait le ruban d'un verre solitaire, d'un troisième, enfin, sans couvercle, à demi plein d'une substance gélatineuse et sur le transparent cristal duquel une étiquette était collée, où, écrit à la main en majuscules fantaisistes, on pouvait lire « antiseptique ». À présent, le barbier, pour mener à perfection son ouvrage, étalait à nouveau sur le visage déjà rasé une mousse onctueuse, et du clair d'un second rasoir qu'il affilait au creux de sa main moite, raffinait. Amédée ne songeait plus qu'on l'attendait. Il ne songeait plus à partir, s'endormait. C'est alors qu'un Sicilien à voix forte entra dans la boutique, crevant cette tranquillité, que le barbier, tout causant aussitôt, ne rasa plus que d'une main distraite et d'un franc coup de lame blanc écornifla le bouton. Amédée fit un cri, voulut porter la main à l'écorchure où perlait une goutte de sang. « Niente, niente !» dit le barbier, qui lui retint le bras, puis, d'abondance, prit au fond d'un tiroir une pincée d'ouate jaunie qu'il trempa dans l'antiseptique et appliqua sur le bobo. Sans plus s'inquiéter s'il faisait retourner les passants, où courut Fleurissoir en redescendant vers la ville.
Au premier pharmacien qu'il rencontre, le voici qui montre son mal. L'homme de l'art sourit, vieillard verdâtre, d'aspect malsain, qui cueille dans une boîte un petit rond de taffetas, passe dessus sa large langue et, jaillissant hors de la boutique, Fleurissoir cracha de dégoût, arracha le taffetas gluant et, pressant entre deux doigts son bouton, le fit saigner le plus possible. Puis, avec son mouchoir imbibé de salive, de sa propre salive cette fois, frotta. Puis, regardant sa montre, il s'affola, remonta la rue au pas de course et arriva devant la porte du cardinal, suant, soufflant, saignant, congestionné, avec un quart d'heure de retard.